Donc, bonsoir à tous et bienvenue au webinaire Histoire du droit 2.0. C'est notre deuxième séance de 2025 et je vous mets dans le chat le lien vers notre chaîne YouTube avec la première séance du webinaire où on avait reçu Yann Arzel, Jurelmark, qui nous avait parlé de la base de données avec les lois révolutionnaires en ligne. C'était passionnant. Et Louise a préparé la petite vidéo qui est désormais accessible. Aujourd'hui, on a choisi de parler des revues numériques en histoire du droit et nous avons donc invité 4 intervenants, on est nombreux aujourd'hui, Xavier Prévost, Ralph Évêque, Claire Laborde-Mangeot et Étienne Lamarche. Je passe la parole à Louise qui va nous présenter le premier intervenant. Merci beaucoup. Merci à tous d'être connectés. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps à Xavier Prévost et la revue Clio Thémis. Donc, je vais revenir sommairement sur votre parcours, si vous me le permettez. Je vous laisserai bien sûr toute la liberté de compléter et de développer certains points. Donc, votre cursus universitaire vous a amené à l'École normale supérieure de Cachan, l'École des Chartes, avant de soutenir votre thèse en 2012, dont le titre est Jacques Cujas, le droit à l'épreuve de l'humanisme, récompensé de multiples prix. Je ne les cite pas, mais il y en a au pluriel. D'ailleurs, en 2014, vous êtes agrégé d'histoire du droit et c'est désormais à l'université de Bordeaux que vous poursuivez vos recherches sur l'humanisme. Et d'ailleurs, je souligne l'obtention de la bourse européenne du Conseil européen de la recherche, l'ERC, en 2024 pour le projet Is This French, qui promet de réjouissantes perspectives. Pour autant, c'est un autre aspect qui nous intéresse ce soir, et c'est dans votre pratique d'historien du droit on va se concentrer, puisque depuis 2020, vous êtes rédacteur en chef de la revue nativement numérique Clio et Thémis. Donc cette revue, créée en 2009, a la particularité de se concentrer sur l'histoire du droit autour du triptyque histoire, droit et société. Donc il nous tarde de comprendre comment est née cette revue, ses rouages, l'intérêt de son support numérique, son passé, mais aussi son avenir, et pour par la suite mettre tout cela en dialogue avec l'autre revue qui nous intéressera ce soir, qui est Mélété. Je vous cède tout de suite la parole, monsieur Xavier Prévost. Merci beaucoup à toutes les deux pour l'invitation. Tout d'abord, je suis vraiment très content de pouvoir parler de Clio et Thémis, et plus largement de la science ouverte et des revues en ligne. Donc, en liminaire, je vais vous dire d'où je parle, même si tout a été dit déjà ou presque dans votre très gentille présentation liminaire. Concernant la revue, donc vous dire que moi j'ai intégré le comité de rédaction de Clio et Thémis en 2016, qu'effectivement j'en suis devenu rédacteur en chef en 2020 et que je suis donc depuis rédacteur en chef, que la revue est dirigée depuis sa fondation et jusqu'à aujourd'hui par Jean-Louis Alperin, qui est professeur d'histoire du droit à l'École normale supérieure, que nous avons un secrétaire de rédaction chargé d'édition numérique qui est Renaud Limlette, qui est ingénieur à l'université de Lille. On en reparlera peut-être ensuite dans l'organisation très concrète de la revue et de son fonctionnement, et puis de son modèle économique aussi, peut-être s'il y a des questions sur ce point. Et dire que nous sommes actuellement 19 membres dans le comité de rédaction. Nous venons d'intégrer ce mois-ci 2 nouveaux membres, Christelle Gazot de Lyon et Dario Mantovani du Collège de France. Un comité de rédaction dont on essaie d'assurer la diversité de ses membres par leur statut, par leur genre, par leur discipline de rattachement. Alors, des historiens du droit et des historiens qui s'intéressent au droit mais qui ne sont pas dans les facultés de droit. Et puis aussi une diversité géographique, d'objets d'études temporels. Alors,
après ces propos introductifs, par rapport à ce que vous m'avez demandé, je vais articuler ma présentation en 3 temps. Un premier temps plus général sur l'histoire de la revue, un deuxième temps sur sa situation actuelle, et puis comme c'est un webinaire, voir aussi un peu comment directement en ligne fonctionne la revue. Et puis un troisième temps peut-être plus concret, pratique sur en quoi consiste la fonction de rédacteur en chef d'une revue comme Clio et Thémis. Donc tout d'abord, concernant l'histoire de la revue, vous l'avez dit, la revue a été fondée en 2009 comme une revue annuelle. Cette revue, quelle était son ambition à la fondation? Alors, je n'étais pas là à la fondation. En 2009, j'étais doctorant et à l'époque, les doctorants ne créaient pas de revue, en tout cas très rarement. Ils restaient encore un peu sagement dans leur coin, même si les choses étaient en train de changer. Mais ça aussi, c'est quelque chose, je pense, dont on pourra parler tout à l'heure en comparaison avec l'autre revue et les collègues ici présents. Cette revue, elle a été fondée avec un certain nombre d'ambitions. Vous l'avez dit, c'est une revue qui a été créée comme nativement numérique et c'était, je pense, la première revue d'histoire du droit en France à choisir ce modèle éditorial pour des raisons tout d'abord de facilité, de coût, mais aussi et surtout d'accessibilité. Ça, c'était une forte ambition dès le départ de la revue. Une autre ambition qui est liée en fait à celle-ci, c'était une volonté d'ouverture de l'histoire du droit. Et l'ouverture, ça passe évidemment aussi par l'accessibilité des publications et des publications en histoire du droit. Une ouverture qui se voulait une ouverture disciplinaire. Vous avez souligné le triptyque qui guide encore aujourd'hui la revue, que vous retrouvez dans sa présentation, histoire, droit, société. Donc une méthode historique, un objet juridique et une utilisation des sciences sociales. C'est l'orientation forte affirmée par Clio et Thémis dès le départ, qui l'a positionnée dans le champ de l'histoire du droit assez nettement dès l'origine. Une ouverture aussi qui se voulait temporelle, en incluant l'histoire du droit dans toute l'histoire de l'Antiquité au XXIe siècle, et donc en offrant aussi un champ de publication des possibilités de publication à des travaux qui peut-être avaient moins d'opportunités de visibilité dans des revues plus anciennes ou plus traditionnelles. Je parle en 2009 aussi, il faut dire que voilà, là nous sommes en 2025, les choses ont changé et peut-être aussi un peu grâce à Clio et Thémis, je n'en sais rien, on pourra en discuter. Et puis aussi une ouverture spatiale, géographique, notamment dans des méthodes de prise en compte de la mondialisation du droit, d'histoire européenne, qui aujourd'hui peuvent paraître peut-être plus évidentes, mais qui n'étaient pas forcément non plus toujours en 2009. Et puis enfin, concernant l'ambition de la revue, au départ, j'ajouterais une ambition éditoriale d'exigence scientifique, d'exigence éditoriale, en particulier avec le recours à une évaluation en double aveugle par les pairs, qui était loin d'être très répandue en histoire du droit dans le contexte français en 2009. Donc, j'en parlerai dans ma fonction de rédacteur en chef, mais tous les articles sont anonymisés, évalués par des évaluateurs qui ne sont même pas connus de l'auteur ou de l'autrice de l'article. C'est ça le double aveugle. Donc, une exigence aussi de ce point de vue qui mettait dès le départ tous les articles donc au même niveau pour les accepter ou pour les rejeter. Et ça, c'était vraiment aussi une ambition forte de la revue lors de sa création. Je crois que ces ambitions, je ne peux pas parler pour
pour 2009 et avant 2016 en tout cas. Mais quand moi j'ai intégré la revue en 2016, eh bien, la plupart de ces ambitions, je pense, avaient été déjà réalisées. La revue s'est quand même assez rapidement imposée comme une revue de référence en histoire du droit, non seulement en France, mais plus largement en Europe, hein, puisqu'elle accueille des chercheurs de diverses nationalités en poste à travers le monde entier, dans différentes langues. On en reparlera potentiellement quand on regardera un peu la revue. Et puis donc, quand moi, je suis arrivé en 2016, la revue venait aussi de changer en passant d'un modèle d'annualité à une revue qui est désormais semestrielle, puisque depuis 2015, eh bien, il y a 2 numéros publiés par an, un vers mai-juin et un vers novembre-décembre. Toujours dans l'historique, la revue était à sa fondation hébergée sur un site privé parce que en 2009, eh bien, les universités françaises n'étaient pas encore très bien équipées concernant la publication en ligne et ça semblait, je pense, pour les fondateurs, je ne peux pas parler pour eux, mais sans doute la solution la plus simple, la plus efficace. Alors, cette solution, elle a commencé à poser des problèmes à la revue, assez, pas rapidement, mais donc moi j'ai intégré la revue en 2016. Je dirais que déjà en 2018, 2017, 2018, on a vraiment commencé à parler des problèmes de l'hébergement très sérieusement sur un site privé. Premièrement, ça coûtait de l'argent à la revue, sachant que je reparlerai potentiellement du modèle économique, mais la revue n'a pas de budget, donc l'hébergement était payé par l'École normale supérieure. C'était aussi forcément une question qui pouvait devenir récurrente, même si ce n'est pas des montants phénoménaux. Et puis par des problèmes d'espace, puisque la revue publiant chaque année 2 numéros, eh bien, l'espace venait à manquer et donc ça coûtait cher d'acheter aussi plus d'espace. Et puis évidemment, après, pour des problèmes de référencement et puis de qualité éditoriale, compte tenu des progrès de la science ouverte et donc de se maintenir au niveau des standards européens, des standards mondiaux de publication de revues en ligne. Et donc, on s'est posé la question d'être désormais hébergé par un éditeur vraiment de revue. Et donc, pour ça, on a envisagé évidemment en premier lieu Open Edition, qui était alors dans les années 2017-2018, vraiment qui l'est toujours aujourd'hui, mais c'était la grande solution, on n'en connaissait pas vraiment d'autres. Et au moment même où on a commencé à envisager le dépôt d'un dossier, donc au moment où je suis devenu rédacteur en chef, en 2020, ça a été vraiment un baptême du feu pour moi, puisque j'ai pris mes fonctions et immédiatement j'ai dû m'occuper de la migration de la revue. Donc au même moment où on envisageait le dépôt vers Open Edition, eh bien, on a été contacté par la bibliothèque QJAS qui cherchait un partenaire, qui venait de nouer un partenariat avec Prairial, dont on reparlera avec les collègues juste après, qui est donc une plateforme d'édition de revues en ligne, pour développer la présence en ligne des revues juridiques, puisque vous savez que l'économie des revues juridiques obéit à un modèle très particulier et que c'est un enjeu pour les universités que les productions universitaires des chercheurs en droit eh bien, s'intègrent dans le mouvement de la science ouverte. Et donc, on a pu bénéficier de ce partenariat entre QJAS et Prairial pour intégrer très rapidement Prairial. Donc, ça a été un très gros travail, un très gros chantier, puisqu'il a fallu nous nous adapter aux standards élevés de l'édition de la science ouverte de la fin des années 2010, et puis aussi convertir l'intégralité des numéros publiés depuis 2009. Et donc, pour ça, on a pu bénéficier non seulement du soutien de Prairial,
du travail de Renaud Limette qui a été très très important, et puis aussi du travail de personnel de la bibliothèque Cujas, hein, qui nous ont particulièrement aidés dans cette migration. Et puis au moment où on a migré, c'est-à-dire que on a migré, notre premier numéro est paru sur Prairial est paru en décembre 2020, et au même moment on a eu juste après l'acceptation de notre dossier pour Open Edition. Donc à l'époque c'était très très long d'obtenir des réponses d'Open Edition, ils étaient vraiment débordés. Ce qui nous a permis, un peu plus d'1 an plus tard, de publier notre premier numéro sur Open Edition, donc une migration en 2 temps, d'abord Prairial décembre 2020, puis Open Edition en juin 2022. Donc ça a été un très gros chantier, mais un très gros chantier qui nous permet d'aboutir à la situation actuelle. Et donc j'en arrive à mon deuxième point, qui va me permettre de vous parler de la revue et de répondre aux grandes questions qui m'ont été posées. Je vais partager mon écran. Hop, normalement, j'espère que vous allez le voir. C'est bon, ça s'affiche pour vous? Oui. Il faut me dire oui parce que je ne vous vois plus. Oui, oui, c'est bon. Oui, merci. Alors, avec donc là, nous sommes sur le site de la revue qui me permet de répondre à les questions globalement qui m'ont été posées, hein, où on trouve la revue, comment on la consulte, et puis l'intérêt de l'outil numérique. Je vais répondre à ces 3 questions de manière un peu globale. Donc, la revue, on la trouve évidemment sur son site que je vous présente ici. Et ce site, donc vous le voyez, a une version française et puis aussi une version anglaise, où les différents aspects, les différents items, la présentation, les instructions pour les auteurs, tout cela est traduit. Évidemment, les articles ne sont pas traduits. Les articles restent dans la langue dans laquelle ils sont publiés, sachant que, comme l'indique la courte présentation, nous publions principalement des articles en français et en anglais, mais aussi accessoirement en allemand, en espagnol et en italien. La revue aussi, grâce à la migration vers Prairial puis Open Edition, est aujourd'hui extrêmement bien référencée dans les catalogues, et notamment dans les catalogues de vos bibliothèques universitaires. Désormais, chaque article de Clio et Thémis doit ressortir quand vous faites une recherche, puisque ces articles font l'objet d'un référencement unique. Pourquoi? Parce que grâce à Prairial, à la migration vers Prairial et vers Open Edition, nous avons intégré le DOAJ. Donc, vous voyez ici le DOAJ, le Directory of Open Access Journal, qui répertorie les revues qui sont en open access, qui donne tous les détails sur ces revues, et que désormais, chaque article de la revue, et même alors chaque dossier en réalité, et chaque article ensuite bénéficie d'un identifiant unique, d'un DOI, qui non seulement en facilite le référencement, mais aussi la consultation. Donc aujourd'hui, grâce au fait qu'on soit sur ces plateformes, eh bien, on a une beaucoup plus grande visibilité et donc on a aussi une meilleure consultation. J'y reviendrai. Et puis j'ajoute que la revue, vous pouvez aussi la retrouver grâce à Isidore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Isidore, mais Isidore, c'est un moteur de recherche en SHS qui est assez utile pour faire des recherches en SHS. Et donc, vous voyez, hein, eh bien, ici, il y a la fiche de Clio et Thémis avec tous les articles de Clio et Thémis, et puis l'accès possible ensuite à ces articles directement à partir de la recherche dans Isidore. La revue, comment la consulter une fois qu'on a trouvé l'article que l'on souhaite? Eh bien, évidemment, on peut la consulter en ligne. Les articles ont été codés par Renaud Limette justement pour pouvoir
être accessibles en ligne, mais ils font aussi l'objet d'une version PDF que vous pouvez donc instantanément télécharger en cliquant sur la petite icône PDF, et puis vous pouvez aussi adapter la taille de la lecture en fonction de vos besoins. La revue lors de la consultation en ligne, vous voyez, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent aussi, par exemple, j'ai pas pris un bon exemple, mais pour les auteurs qui ont plusieurs articles dans la revue, eh bien, vous avez, voyez, la liste des autres articles qu'ils ont publiés dans la revue, des rebonds de cette manière. Alors, quel est l'avantage pour Clio et Thémis d'être en ligne et d'être en ligne sur Open Edition Journal? L'avantage, évidemment, c'est un avantage de diffusion qui se constate, et qui est rendu possible par les choix qui ont été faits par la revue. Tout d'abord, la revue obéit à un modèle diamant. Je pense, quitter le partage d'écran. La revue a choisi un modèle diamant dans la publication, c'est-à-dire que c'est totalement gratuit pour l'auteur, et en particulier pour les auteurs, et aussi pour les lecteurs. C'est-à-dire que personne ne paye, ni l'auteur pour publier, ni le lecteur pour lire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun coût, mais ça veut dire qu'on a réussi à organiser la revue pour que ces coûts soient pris en charge autrement. Donc évidemment, on bénéficie de l'hébergement sur une plateforme publique, Open Edition Journal. Et puis ensuite, eh bien, on a un accord avec l'Université de Lille, puisque Renaud Limlet, qui travaille intensément pour la revue, puisque c'est lui qui s'occupe de mettre en ligne l'intégralité des articles. Alors, mettre en ligne l'intégralité des articles, ça ne veut pas dire prendre un fichier Word et le copier-coller, et hop, comme ça se met en ligne. C'est un gros travail de codage, en quelque sorte, de passer les textes pour qu'ils puissent être accessibles en ligne. Donc, ça demande des heures et des heures de travail pour chaque numéro. Et donc, Renaud, dans sa fiche de poste, eh bien, il y a son travail pour Clio et Thémis. Et puis ensuite, eh bien, ça repose sur l'investissement des membres du comité, et notamment de la direction de la revue, Jean-Louis Alperin et moi-même. J'en reparlerai rapidement pour ma fonction. Je vois que le temps file. Nous avons aussi choisi une licence Creative Commons ouverte, qui est libre de diffusion, puisque je retourne sur le site. Alors, vous ne le voyez pas, mais si vous allez dans la partie présentation de la politique de publication, vous verrez que on a choisi une licence attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions, qui permet la réutilisation libre des articles, et donc qui en autorise une diffusion large. Et ensuite, tous les éléments, évidemment, de catalogage, de référencement que je vous ai mentionné précédemment, ce qui se traduit par une beaucoup plus grande visibilité que je vois dans les statistiques de consultation de la revue, qui sont accessibles à tout le monde, donc vous pouvez vous-même aller les voir, qui est largement consulté à travers le monde. Et puis je l'observe aussi dernièrement à travers l'augmentation du taux de soumission de Varia, puisque la revue fonctionne à travers un dossier par numéro et un appel constant à Varia, et donc si ces Varia sont bons et qu'ils passent les étapes de l'évaluation, on finit par les publier de manière plus ou moins rapide en fonction du nombre de corrections que l'on peut demander, de modifications qu'on peut demander. Et le nombre de Varia qui sont soumis, c'est depuis en tout cas moi que je suis rédacteur en chef, j'ai vu une augmentation, et en particulier depuis la migration, sur Open Edition, et je pense que c'est lié en partie évidemment à ce nouveau
support éditorial. Enfin, très rapidement, troisième et dernier point, qu'est-ce que je fais pour la revue? En quoi consiste ma fonction de rédacteur en chef? Ma fonction de rédacteur en chef, elle consiste à faire vivre le comité de rédaction et à assurer avec Renaud Limlet la publication des numéros. Donc, je m'occupe tout d'abord de réceptionner les propositions de dossiers et les propositions d'articles en varia. Et tous les articles, ensuite, je vais les anonymiser. De manière collective, je vais en interrogeant le comité de rédaction, je vais leur attribuer des évaluateurs qui peuvent être pris, qui sont majoritairement pris dans le comité de rédaction, mais qui sont aussi pris dans le comité scientifique ou à l'extérieur même, en fonction des sujets pour avoir des spécialistes. Puis, j'organise la réunion du comité de rédaction. Donc, le comité de rédaction se réunit au moins 2 fois par an, en hybride, donc en présence à Paris et puis avec des collègues en ligne. Et puis, j'organise au besoin d'autres réunions, généralement en ligne. Et donc, au cours de ces réunions, on confronte les différentes évaluations pour rendre une décision collective sur chacun des articles, qui peut être soit l'acceptation de l'article en l'état, soit une volonté de le publier, une acceptation conditionnée à des modifications mineures, soit une demande de modification majeure pour une nouvelle évaluation en double aveugle, ce qui suppose que l'auteur modifie en profondeur son article et qu'il va faire l'objet d'une nouvelle évaluation, soit le rejet de l'article. Donc moi, à la fin du comité, je récupère l'ensemble des évaluations. J'ai déjà récupéré l'ensemble des évaluations et en fonction des discussions, j'en fais une synthèse que j'envoie à chacun des auteurs. Donc c'est un gros travail là de reprise des propositions, des éléments d'analyse de chacun pour les harmoniser, pour que ce soit clair pour les auteurs, de centralisation. Donc je les envoie aux auteurs. Éventuellement, j'échange avec les auteurs. Si c'est dans le cadre d'un dossier, j'échange avec les coordinateurs du dossier pour harmoniser l'ensemble du dossier. Et puis, ça marche comme ça pour chaque réunion du comité. Donc, il y a pour ça 2 grands moments qui sont décembre-janvier et puis juin-juillet, globalement, au moment où il y a les réunions du comité. Une fois que ce processus d'évaluation est arrivé à son terme, eh bien, on passe à la publication en ligne du numéro. Donc, pour ça, moi, je centralise l'intégralité des articles que je vais relire pour m'assurer qu'ils respectent en particulier toutes les normes de la revue, sachant que j'ai déjà lu globalement l'intégralité des articles au moment de l'évaluation. Alors, je ne vais pas vous dire que je lis dans les moindres détails absolument tous les articles, mais je m'en imprègne bien, et puis spécialement les articles pour lesquels il y a des problèmes, et là je vais les lire de manière beaucoup plus détaillée évidemment pour pouvoir organiser la discussion du comité en fonction des problèmes qui ont été soulevés. Mais au terme du processus, il faut reprendre l'intégralité de ces articles, voir s'ils respectent les normes. Si ce n'est pas le cas, faire un échange avec l'auteur et les coordinateurs du dossier. Puis les reprendre encore une fois pour vraiment faire les derniers ajustements, les transmettre à Renaud Limlet, donc qui se charge de l'édition numérique, qui lui va les coder, va les mettre en ligne, à partir de cette mise en ligne qui est d'abord cachée, produire des épreuves. Et donc là, il y a l'aller-retour avec les auteurs de correction des épreuves. Au moment de la correction des épreuves, je fais signer un contrat aux auteurs, puisque ça aussi, c'est une amélioration qui a eu lieu grâce à la migration. On fait signer des contrats à chacun des auteurs, ce qui rend les choses beaucoup plus carrées en juristes que nous sommes, mais qui ne respectons pas toujours, en tout cas antérieurement, les cadres juridiques de l'édition, mais maintenant c'est le cas. Et donc je fais signer un contrat aux auteurs, et puis une fois que tout est prêt, eh bien, Renaud
met en ligne la revue. Donc, c'est difficile de quantifier le nombre d'heures passées, puisqu'évidemment, ça va dépendre des dossiers. Il y a des dossiers pour lesquels il y a finalement 5-6 articles de publiés, des dossiers pour lesquels il y a 15 articles de publiés, et aussi des varias, et aussi des traductions, puisque aussi une des spécificités de Clio et Thémis, j'en ai pas parlé au départ, mais dès la fondation, c'était la volonté de traduire aussi des articles en français pour en assurer la diffusion. On pourra revenir sur ce point s'il y a des discussions, mais il y a des moments très intenses qui sont les moments de réunion du comité et les moments de publication des numéros. Donc, comme je vous ai dit, il y a un numéro qui paraît vers juin, mai-juin. Donc, moi, avril-mai, c'est assez important comme travail. Il y a une réunion du comité fin juin, début juillet. Donc, pour moi, juin-juillet, il y a pas mal de travail pour la revue. Donc, avril, mai, juin, juillet. Après, il y a un autre numéro qui sort en novembre, généralement. Donc, octobre-novembre, c'est assez chargé. Et puis après, il y a la réunion du comité en janvier. Donc, fin décembre, mi-février, c'est assez chargé pour Clio et Thémis. Voilà. Bon. Après, c'est ajustable, mais c'est aussi comme ça que peut fonctionner une revue en modèle diamant avec peu de ressources, puisqu'en réalité, on ne demande pas de subvention, on n'a pas de budget. Vraiment, on a quand même le soutien de l'Université de Lille, évidemment extrêmement important, à travers le rôle décisif de Renaud Limnet dans la publication de la revue. Je pense avoir fait à peu près le tour et bien sûr, je suis là pour échanger avec vous sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci encore. Merci Xavier. Je comprends tellement ce rythme semestriel et je me rends compte à t'écouter du bricolage de la revue semestrielle de droit animalier. Et vraiment, j'ai beaucoup de choses que j'ai relevées dans cette déjà longue histoire de Clio et Thémis. Avant de passer la parole à tous, j'ai eu un tout petit détail à un moment. Tu as parlé de l'adaptation de la revue aux standards de la science ouverte. Et quels sont les aménagements, qu'est-ce qu'on a dû adapter pour Clio et Thémis à ce moment-là? Alors là, en particulier, ça a concerné le volet édition numérique, dont je ne vais pas beaucoup pouvoir te parler parce que c'est l'aspect dont je ne m'occupe pas et que je maîtrise assez peu, mais c'était en particulier en matière de codage des logiciels qui sont utilisés, des modèles qui sont utilisés. Ça a demandé un gros travail, en particulier pour les plus anciens numéros pour lesquels on n'avait plus le texte natif, mais uniquement la version en ligne, parce que, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que évidemment le comité a évolué au fil du temps, que le premier rédacteur en chef, c'était Frédéric Audren, ensuite ça a été Géraldine Casal, donc Géraldine, elle est encore au comité, mais Frédéric ne l'est plus, et puis bon, voilà, on a tous changé depuis 2009, 20 fois de système d'exploitation, bon bref, donc il y avait ce problème-là. Et puis ensuite, il y a eu aussi toutes les exigences qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir un DOI, pour pouvoir être référencé dans le DOAJ en particulier, qui sont des critères. Par exemple, il n'était pas clair, il y avait un point qui n'était pas clair, qui était qui est juridiquement responsable, éditeur de la revue. Et donc, à la base, est-ce que c'est généralement les revues, le responsable, c'est le président de l'université à laquelle cette revue est rattachée. Quand tu regardes, parce que ces revues, ce sont généralement des revues qui sont soutenues par un labo, donc qui dépendent d'un laboratoire universitaire. Et nous, ce n'était pas le cas. C'était lié à une association qui a été fondée au départ de la création de la revue. Mais cette association, en réalité,
pareil, de l'histoire de la revue, il a fallu la faire revivre, donc j'ai dû reprendre les statuts, la réorganiser, la domicilier chez moi, enfin, bon, bref, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, très clairement, la revue, elle est éditée par l'association Clio et Thémis, voilà, dont le président est Jean-Louis Alperin, dont je suis le secrétaire, qui a des statuts clairs. Il y a eu, voilà, adapter des éléments aussi dans notre politique de publication, être beaucoup plus clair sur les délais, afficher clairement notre politique de publication en ligne. Donc voilà, c'était pas. Alors il y avait des aspects informatiques importants, puis ensuite tout un tas d'ajustements, mais qui nous ont été très utiles parce qu'ils nous ont fait nous travailler aussi sur nous-mêmes, et puis ils nous ont permis d'accéder à des outils de diffusion vraiment incroyables. Et la revue a vraiment gagné en qualité éditoriale aussi. Oui, j'ai une toute petite question aussi sur, à partir du moment où tu fais l'appel à contribution, tu évoques la première phase de travail qui est d'anonymiser tout ce que tu reçois. Combien de contributions ça va dépendre évidemment, j'imagine, des thèmes, mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur… parce que moi, je sais qu'à la revue semestrielle de droit animalier, on fonctionne encore. On va contacter des collègues, tu vois, sur chaque dossier. Donc, évidemment qu'on maîtrise un petit peu le flux des propositions, mais tu ne maîtrises rien avec l'appel à contribution. Donc, alors, tu reçois, alors ce sont les coordinateurs du dossier qui maîtrisent. Alors, on a des dossiers qui sont coordonnés par des membres du comité et des dossiers qui sont coordonnés par des gens qui ne sont pas membres du comité. Et donc, jusqu'à récemment, on n'avait aucune directive spécifique à l'égard des coordinateurs parce que c'était à peu près toujours gérable. Il est arrivé dans les années précédentes que nous ayons des soumissions immenses qui ont été très difficilement gérables et gérées. J'ai vraiment dû, déjà pour trouver des évaluateurs, c'est compliqué, premier point. Quand on a 25 articles pour un dossier, ou 20, bon, ne serait-ce que 20 articles pour un dossier, c'est très compliqué parce que déjà, ça fait peser un poids énorme sur les membres du comité, parce qu'il faut toujours qu'il y ait au moins un membre du comité qui évalue l'article. Ensuite, ça demande d'aller chercher, de solliciter plein de gens. Moi, ça me demande un travail parce que ne serait-ce que anonymiser, ça veut aussi dire modifier le fichier en réalité, parce que si on prend le fichier qui nous est envoyé, il suffit d'aller dans les paramètres et on voit qui est l'auteur de l'article. Donc moi, j'ai toute une manipulation pour anonymiser le fichier en lui-même, avant même d'anonymiser l'article, même si, bon, parfois, on passe à côté de certaines choses. Il faut parfois modifier des notes de bas de page où l'auteur dit « je suis machin », et bon, bref. Donc ça, et puis ensuite, derrière, il y a assurer… si beaucoup d'articles passent l'évaluation, le travail derrière de publication. Donc aujourd'hui, moi je briefe toujours les membres, les coordinateurs des dossiers. Bon, s'ils sont membres du comité, on en discute régulièrement, mais je les briefe et je demande à ce qu'on n'ait pas plus d'une quinzaine d'articles qui nous soient soumis par dossier, sachant que les articles nous sont généralement soumis en 2 vagues, en fonction du moment où les auteurs rendent leur article. Donc, globalement, l'appel paraît. Les auteurs, quand ils sont acceptés, en fonction de quand l'article est paru, ils ont une petite année pour écrire leur article, entre 6 mois et 1 an, en fonction de ce qu'ont prévu les coordinateurs. Et s'ils l'ont écrit dans les temps, ils peuvent soumettre à ce moment-là à la revue. Globalement 1 an avant la parution du numéro, ce qui permet de nombreux allers-retours, qui permet 2 évaluations successives et donc vraiment pour les articles qui posent problème, de les faire progresser tout en à la fin en réussissant à les publier quand ils sont intéressants mais qu'il y a des problèmes. En revanche, pour les auteurs qui ont du retard, ce qui arrive toujours ou qui nous prennent plus de temps, ils peuvent soumettre au comité d'après
Mais là, ça leur laisse beaucoup moins de temps ensuite pour reprendre leur article et aussi, s'il y a des problèmes, un risque plus important de ne pas être publié puisque ils auront moins de temps pour corriger leur article. Voilà. Merci, merci Xavier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on passe à Melete? Je laisse la parole à Étienne. Je crois que tu te manifestes. Oui, alors moi j'ai deux questions qui sont intéressées évidemment, mais la première c'est d'abord, est-ce que alors j'ai bien compris que vous étiez vous avez rejoint Clio en 2016. Est-ce que depuis et même après l'intégration à Prairial et à Open Edition, vous avez fait un peu évoluer la manière dont, enfin, l'architecture des comités ou alors la procédure d'évaluation, enfin, est-ce que ça a continué à bouger ou est-ce que ça a été gravé dans le marbre à partir du moment où vous êtes passé chez Open Edition? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est concernant les propositions de dossiers. Alors, vous êtes une revue qui est très, très installée. Mais d'où viennent en fait les propositions de dossiers? Est-ce que vous en recevez régulièrement? Et voilà, en fait, c'est mes deux questions principales. Merci. Alors, sur les comités évoluent en permanence, dans leur composition en tout cas, puisqu'il y a des membres qui partent et on intègre de nouveaux membres. Donc, voilà, ça évolue. En revanche, concernant le fonctionnement de la revue en elle-même, non, parce qu'on est satisfait du mode de fonctionnement, donc on n'a pas changé. Ni les procédures d'évaluation, ni c'est le moment de migration a été un moment de réflexion sur les délais. Après, chaque rédacteur en chef met sa patte. Moi, je suis quelqu'un de psychorigide, on va dire, très organisé. Donc je mets moi, j'ai mis en place un calendrier serré. Bon, je sais qu'avec Prairial, j'ai participé à l'élaboration du calendrier d'édition que Prairial vous a envoyé, j'imagine, avec des dates. Avant telle date, il faut avoir fait ça. Avant telle date, il faut avoir fait ça. Qui me paraît très, très utile pour déjà quantifier son temps de travail. Et puis, une des exigences quand on publie sur ce genre de plateforme, c'est la régularité. Il faut sortir les numéros. Et une revue, pour qu'elle vive, pour qu'elle soit visible, et en particulier quand elle est en ligne, il faut qu'elle assure sa périodicité. Et donc, une périodicité de tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois. Alors, ça peut être un moment 7 mois, voilà, c'est pas dramatique, mais il faut qu'il y ait 2 numéros par an. Et pour assurer ça, eh bien, en tout cas, moi, c'est ma vision et celle que j'ai impulsée dans le comité. Il y a un calendrier assez strict et donc ça, c'est vrai que ça met un peu de rigidité dans l'organisation, mais ça nous permet aussi d'avoir une bonne visibilité, de ne pas avoir vraiment des urgences, de ne pas passer les vacances de Noël à devoir mettre en forme les articles, parce que moi, je refuse de faire ça. Je ne travaille pas à Noël, je ne travaille pas le dimanche, et donc il faut s'organiser pour ça. Concernant les dossiers, alors deux choses. Évidemment, nous, on en discute à chaque réunion du comité et donc, il y a les propositions faites par les membres du comité de rédaction qui sont un premier moyen d'alimenter la revue. Mais, vous le verrez, là, le prochain dossier qui va sortir a été co-coordonné par Jean-Louis Alperin, mais les 2 dossiers suivants sont des dossiers, les 3 dossiers suivants même, sont des dossiers complètement extérieurs au comité, qui arrive de 2 manières, soit par l'intermédiaire d'un membre du comité qui a lui-même parlé ou qu'on a sollicité, qui nous présente un dossier mais qui ne coordonne pas, soit des propositions spontanées. Évidemment, ces propositions, elles sont toujours discutées en comité, c'est-à-dire que moi, je demande un projet que j'envoie aux membres du comité. Les membres du comité me font des retours qui peuvent conduire à… alors, soit on peut dire que ce n'est pas du tout un dossier pour la revue, soit on peut dire c'est parfait, on l'accepte en l'état, soit on peut demander des petits ajustements avant de publier cet appel.
sachant que, pareil, hein, en termes d'organisation, et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel. Là, moi, j'ai tout de planifié jusqu'au numéro qui paraîtra en novembre 2026. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de dossier pour le numéro de juin 2027. Ça peut vous paraître dans très longtemps, mais si on veut que les gens puissent publier un appel à communication intéressant, qui laisse le temps aux auteurs ensuite de faire des recherches et d'écrire leur article, en réalité, il faut que l'appel à communication, l'appel à contribution paraisse, voilà, d'ici le mois de septembre, septembre-octobre. Donc, si des gens ici sont intéressés pour publier un dossier dans Clio et Thémis, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire. Alors, c'est pour juin 2027, mais en réalité, c'est le temps qu'il faut pour bien préparer un dossier et puis de s'assurer de la réussite de ce dossier. Bon, certains d'entre vous ici connaissent bien la revue, ont soumis des articles et ont pu voir que parfois, pas du tout toujours, il y a plein d'articles qui passent sans aucun problème, mais parfois, ça demande beaucoup des allers-retours, des réécritures en profondeur. Voilà. Merci Xavier pour cette réponse. Ralph? Merci Ninon. Merci beaucoup Xavier Prévost pour cette intervention. C'était très clair et ça nous a donné beaucoup de réponses, en tout cas moi, aux questions que je pouvais me poser. Alors j'ai quand même encore quelques interrogations. Alors, je vous ai entendu dire qu'il y avait une obligation, vous imposiez qu'il y ait au moins un membre du comité de rédaction qui évalue chaque article. Alors, quel est l'avantage pour vous d'imposer cette règle-là? Vous voulez que je réponde directement? Oui, alors c'est important parce que les membres du comité savent comment le comité évalue de manière générale. Puisqu'il y a un apprentissage commun qui s'effectue lors des réunions du comité. Alors bien sûr, il y a une fiche d'évaluation hein, qui est standardisée. Les gens connaissent les critères. Éventuellement, au début, quand on vient d'intégrer le comité, on peut me poser des questions pour ces premières évaluations, savoir comment faire. Mais ensuite, les discussions collectives permettent d'entendre les évaluations des uns et des autres, de voir les décisions qui sont prises par le comité, les niveaux d'exigence, quels points sont particulièrement importants. Donc, l'évaluation du membre du comité, normalement, hein, théoriquement, moi, en tant que rédacteur en chef, je suis certain qu'elle est conforme globalement aux exigences de la revue. Ce qui ne va pas forcément être le cas si je sollicite un évaluateur extérieur, qui c'est peut-être la première fois qu'il évalue un article, peut-être la première fois qu'il évalue de tout court ou pour Clio et Thémis, où il a évalué pour d'autres revues qui ont des standards bien plus élevés ou des standards bien plus bas, et du coup, où il s'arrête sur des points qui ne sont pas les exigences prioritaires de la revue. Donc, ça me permet d'avoir une évaluation qui est une évaluation un peu étalon, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que l'autre évaluation ne compte pas du tout, loin de là, mais ça permet d'assurer aussi une forme d'équité dans l'évaluation de tous les articles, sachant qu'en fait, on ne peut pas l'avoir complètement, puisque chaque évaluateur a, même s'il est membre du comité, sa propre sensibilité, etc. Mais ça permet d'assurer un socle commun à la discussion ensuite du comité. Avoir deux évaluations extérieures, c'est forcément un risque aussi. Alors après, c'est un inconvénient un potentiel, c'est que dans le comité, il peut y avoir personne qui soit précisément compétent concernant cet article. Mais dans ce cas-là, ça va être le deuxième évaluateur qu'on va plus interroger sur des aspects de compétences sur le fond, véritablement, alors que le membre du comité, il va s'intéresser à des points qui sont extrêmement importants pour Clio et Thémis, qui sont des questions de méthodologie historique, notamment de mobilisation des sciences sociales, bref, des points qu'il va pouvoir mesurer, même si il n'est pas lui-même spécialiste du contenu de l'article. Très bien. Et juste une autre interrogation, est-ce qu'il vous arrive de contacter directement des contributeurs ou passer obligatoirement par l'appel à communication, à contribution? Alors, moi, en tant que rédacteur en chef, je ne contacte pas d'auteurs pour les dossiers. Ça, c'est
évidemment ce que font les coordinateurs du dossier. Ils sont complètement libres. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un appel à contribution. Même quand on publie, normalement, même quand on publie un colloque antérieur, généralement, et vous le verrez, il y a un appel à contribution complémentaire qui est publié par la suite, sauf vraiment cas exceptionnels qui s'expliquent par des problèmes de délai ou parce qu'il y avait déjà tellement de participants dans le colloque, bon bref. Mais après, quand l'appel paraît, évidemment, les coordinateurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'écrire à un tel, une telle, pour dire, voilà, j'aimerais bien que tu contribues dans ce dossier, n'hésite pas, mais qui lui explique aussi derrière ce que ça veut dire pour Clio Témis, parce que ça veut dire aussi possiblement que l'article n'y paraîtra pas, parce que y a derrière une vraie évaluation il y a très très peu de dossiers pour lesquels il n'y a pas un article qui est rejeté. Ça arrive, mais on rejette quand même régulièrement des articles. Après, pour les varias, moi, ça m'est arrivé de voir des travaux particulièrement intéressants de jeunes collègues ou pas, ou de collègues qui connaissent pas, et de leur dire, eh bien, voilà, ça, je trouve ça très intéressant, j'ai lu votre thèse, je ne sais pas. Vous savez, à Clio et Témis, on publie des varias, n'hésitez pas à envoyer un varia, voilà, mais tout en expliquant de la même manière, attention, ça ne veut absolument pas dire, c'est pas parce que je vous écris, il n'y aura aucun traitement de faveur, personne ne saura que c'est vous, voilà. Merci. Merci Ralph, merci Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à Mélété? J'ai pas l'impression, donc ça me permet sans transition de présenter très rapidement l'équipe de Mélété, étant donné que c'est très facile moi, puisque ce sont des collègues de Paris-Nanterre. Nous avons avec nous Ralph Évêque, Étienne Lamarche et Claire Laborde-Mongeau. Étienne, pour commencer par lui, est un 19e qui a travaillé pour sa thèse sur les utopies et sur les systèmes, si je me souviens bien, les systèmes de droit, les systèmes juridiques dans certaines communautés américaines. Hein, tu pourras détailler si tu le veux. Au 19e siècle. Donc. Et puis, deux romanistes, Ralph et Claire. Ralph, tu as travaillé sur l'enseignement du droit, la transmission du savoir juridique. Et donc, finalement, avec cette revue, tu restes un petit peu dans le même domaine. Et puis, Claire, qui est doctorante, travaille sous la direction de Soisic, Kernéis, et elle travaille sur la damnatio memoriae et les politiques antiques de la mémoire. Et ces trois collègues sont en train de monter un projet déjà bien avancé de revue numérique en histoire du droit. Et cette revue a déjà son nom. Elle va s'appeler Mélété et on est tous impatients de lire le premier numéro. Je leur laisse la parole pour qu'ils nous présentent le projet et toutes les péripéties qu'ils ont déjà rencontrées avant même qu'on voit le premier numéro. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Ninon. Alors je vais commencer à présenter la revue Mélété, donc encore un nom de muse après Clio Témis et Clio. Alors pour ma part, on va se partager la parole entre Claire, Étienne et moi-même. Je vais présenter à gros traits la revue, je vais parler des axes de la revue, je vais insister également sur la diffusion de connaissances au sein de la revue et la place léchée aux jeunes chercheurs, le positionnement scientifique original, et si j'ai 2 minutes pour finir, je parlerai d'un élément, l'écriture inclusive, qui est conseillée, recommandée aux auteurs.
Alors, donc très très rapidement, la revue Mêlété, donc c'est une nouvelle revue à publication annuelle, exclusivement numérique, et qui est consacrée à l'histoire, à l'anthropologie du droit. L'ambition de la revue, c'est de mettre en lumière des travaux qui adoptent une approche qui est transdisciplinaire, ou en tout cas pluridisciplinaire, en interrogeant les formes alternatives de normativité, et en mobilisant les outils de disciplines connexes au droit, comme la sociologie, la philosophie, l'épistémologie. Il y a une perspective de décloisonnement dans notre ambition, puisque la revue, elle s'attache à promouvoir la jeune recherche, à favoriser la collaboration entre disciplines et à favoriser également la diffusion des savoirs scientifiques auprès d'un public élargi. On parle de vulgarisation. La revue, elle publie des contributions qui sont intégrées dans des dossiers thématiques, ainsi que des articles en varia et également des notes de lecture. L'ensemble des travaux soumis font l'objet toujours d'une évaluation en double aveugle qui garantit la rigueur, la qualité scientifique des textes publiés. Concernant plus spécifiquement les axes de la revue, alors on est parti d'un constat qui est que l'étude du droit positif demeure majoritaire dans les recherches universitaires en droit, et que l'histoire et l'anthropologie du droit ont contribué à élargir la conception du phénomène juridique en portant une attention sur les pratiques, les perceptions et des formes alternatives de normativité au sein des sociétés passées d'ailleurs et présentes. Aujourd'hui, il est admis que même lorsqu'un concept juridique traverse différentes époques, son sens demeure tributaire d'un contexte, mais également des usages qu'en font des acteurs sociaux et institutionnels. Le développement de la théorie du droit, en particulier au XXe siècle, a conduit à une redéfinition du phénomène normatif en dépassant le formalisme étatique qui en constituait jusque-là le cadre exclusif. On a aussi pris en compte l'émergence et le développement de plus en plus ces dernières années d'approches pluridisciplinaires qui ont conduit à réévaluer certains concepts fondamentaux, à reconnaître l'existence d'ordonnancements normatifs, qui sont concurrents du droit étatique. Et en parallèle, on s'est également intéressé aux courants critiques du droit, qui contestent depuis longtemps l'idée d'une neutralité du droit formel et qui mettent en avant sa dimension axiologique et son rôle structurant dans le maintien des hiérarchies sociales. Ces critiques, elles ont favorisé une plus grande reconnaissance des modes alternatifs de régulation, tels que la médiation, l'arbitrage, qui se présentent comme des solutions permettant de contourner la rigidité des systèmes normatifs étatiques. Dans l'espace européen également, l'évolution historique du droit a marqué le passage d'une justice qui est perçue comme une prérogative de privilège, incarnée par des juridictions spécialisées ou des conseils de pairs, à une justice conçue comme un service public accessible à tous. La démocratisation de l'accès au droit et la diffusion facilitée du savoir juridique ont favorisé son appropriation par les justiciables eux-mêmes, qui développent leur propre représentation et usage. Ce phénomène, qui a été analysé par les Legal Consciousness Studies, vient enrichir les critiques d'une vision trop rigide du droit et soulève la question de son incapacité à appréhender de nouvelles formes de normativité qui, dans certains contextes, viennent compléter, voire concurrencer les institutions étatiques. C'est dans cette optique, dans ces optiques, que Mêlété s'intéresse à l'interaction entre le droit formel et ses alternatives, non seulement en analysant ses formulations et ses objectifs affichés, mais aussi en interrogeant ses silences, ses implicites. Ce n'est par ailleurs pas seulement la norme, la formation de la norme et sa réception qui sont envisagées dans notre perspective, mais également sa définition, ses manifestations, sa place, ses alternatives dans la régulation des relations au sein d'un groupe. Le droit, dans notre idée, ne peut plus être exclusivement interprété par les juristes, mais sa compréhension nécessite la prise en compte de savoirs qui sont issus d'autres disciplines. Et c'est pourquoi la transdisciplinarité, c'est notre idée, permet d'enrichir la compréhension de la normativité en mettant en évidence ses multiples manifestations, ses usages et ses effets sociaux. Alors ça, ce sont les axes, mais rompre cet isolement disciplinaire, c'est-à-dire choisir la transdisciplinarité, ça va de pair pour nous avec une ouverture vers le monde non académique. Et nous avons une volonté de rendre accessibles des recherches qui sont parfois peu diffusées en dehors du monde académique, du cadre académique.
Et Melleté intègre dans chaque numéro un article de vulgarisation qui est porté par un jeune chercheur. Cet article de vulgarisation vise à présenter de manière claire, de manière pédagogique, des travaux individuels, par exemple une thèse, une HDR, des travaux collectifs aussi, un colloque, un séminaire, afin de les rendre plus accessibles à un public plus large, y compris par ailleurs à des chercheurs qui ne sont pas des juristes, des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui ne sont pas spécialisés en droit ou en anthropologie. Ce texte, donc cet article de vulgarisation qui est présent dans chaque numéro, fait une dizaine de pages, et il doit exposer de manière claire, pédagogique, et dans la mesure du possible en plusieurs parties, pour être intelligible, les principaux axes du travail étudié, les méthodes mobilisées, les difficultés rencontrées, les résultats, les perspectives qui en découlent. Le jeune chercheur peut s'appuyer sur un exemple précis pour illustrer les enjeux du sujet et conclut par une bibliographie synthétique. Il est également permis, dans cet article Jeune Recherche, d'intégrer des notes de bas de page, mais à condition qu'elles soient limitées et servent avant tout à éclairer des notions fondamentales sans nuire à la fluidité générale. Le choix du sujet de cet article Jeune Recherche est effectué à l'unanimité par les membres du comité de rédaction, et ça garantit son adéquation avec la ligne éditoriale, bien sûr, de la revue. Et à titre d'exemple, pour le premier numéro, qui paraîtra en mars, le premier article de cette rubrique a été rédigé par un jeune docteur en histoire du droit, Julien Constantin, et son article illustre parfaitement les attentes et l'esprit de cette section dédiée à la diffusion de connaissances. Julien Constantin, qui venait de soutenir sa thèse, c'était récent, a parfaitement présenté de manière didactique son travail doctoral. Il a présenté son sujet, pourquoi ce sujet, quels sont les enjeux du sujet, les difficultés rencontrées, l'accès aux sources, les éventuels débats, l'état de la recherche, l'hésitation entre les méthodes. Il a présenté les grands axes de son travail et surtout la mise en valeur de son travail, les conclusions que ça a apportées, les apports de son travail. Melleté, enfin, c'est une revue qui, à notre sens, se distingue autant que possible des revues existantes par sa mise en valeur, ça je viens de le dire, de la jeune recherche, et par sa diffusion des savoirs au-delà d'un cercle restreint de spécialistes du droit. En croisant des approches qui sont des approches historiques, des approches anthropologiques, elle propose une analyse approfondie des logiques sociales qui sont sous-jacentes à la normativité juridique et aux formes d'ordonnancement qui structurent nos sociétés occidentales, même si nous sommes ouverts également aux sociétés orientales, mais Melleté est plutôt orienté autour du droit dans les sociétés occidentales. Le postulat de départ, c'est que la normativité, donc ce n'est pas une exclusivité des juristes, qu'elle mérite d'être étudiée, comme je l'ai dit, à travers une approche interdisciplinaire, transdisciplinaire, mobilisant des concepts, des méthodes issus d'autres champs de recherche. Et cette ouverture, elle vise à faire émerger de nouveaux questionnements, tout en favorisant un dialogue constructif avec des chercheurs issus de disciplines connexes. Alors bien sûr, la revue Melleté, elle est surtout, il y a surtout une collaboration qui se fait entre le droit et l'anthropologie. L'anthropologie, effectivement, occupe une place centrale dans notre démarche car elle permet d'interroger notre façon d'être au monde, mais aussi les fondements du droit, ses implications dans la construction des rapports sociaux. Mais toutefois, l'objectif de Melleté ne se limite pas à un dialogue uniquement entre le droit et l'anthropologie. La revue ambitionne d'ouvrir le champ des études sur la normativité à l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et cette volonté d'inclusion, elle se manifeste en particulier, en outre, dans la diversité des disciplines représentées au sein de son comité scientifique, qui rassemble des juristes, des anthropologues, des historiens, des sociologues. Et si je peux m'attarder 2-3 minutes, nous avons fait le choix d'encourager, pas d'imposer, mais d'encourager le langage inclusif. Alors, ce langage inclusif, c'est un langage qui est particulièrement critiqué ces dernières années. Et on se souvient qu'au Sénat, il y a un an environ, la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté une proposition de loi visant à interdire l'usage de l'écriture inclusive dans certains contextes. Et les critiques à l'égard de l'écriture inclusive, elles sont très diverses. C'est l'impossibilité de transcrire à l'oral des textes qui recourent à ce type de graphie, ça gêne la lecture en somme, ça gêne la lecture.
L'écriture inclusive est également accusée d'être une menace pour la langue française en remettant en cause des grandes notions. Et on reproche par ailleurs au langage inclusif son inutilité, le rallongement du temps de lecture qu'il occasionne, ou la volonté de faire table rase du passé linguistique français en le pratiquant. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ces critiques pour différentes raisons. La première, c'est que tout d'abord, de nombreux travaux scientifiques montrent que son usage s'avère efficace pour réduire certains stéréotypes qui sont induits par l'usage systématique du masculin neutre. Parce qu'il existe, comme vous le savez, une asymétrie linguistique en français où le genre masculin est ambigu et peut être interprété de deux manières, soit comme générique, soit comme spécifique, incluant uniquement les hommes. Et les travaux des psycholinguistes démontrent que ce phénomène peut induire un biais masculin qui peut avoir des conséquences sur les représentations des stéréotypes de genre. Et le recours à l'écriture inclusive, pour nous, est loin de relever de la simple posture. Il produit des effets concrets. Et différents travaux des psycholinguistes ont pu le démontrer. Par exemple, lorsqu'un appel à contribution, par exemple, est publié et qu'il fait usage de l'écriture inclusive, les femmes ont plus tendance à y répondre que le même appel à contribution sans le recours à l'écriture inclusive. Et en outre, le langage inclusif, pour nous, n'est pas une table rase, mais une reféminisation de la langue qui avait été masculinisée, en particulier au XVIIe siècle. Et on se dit que finalement, notre langue, le français, sait le faire, sait féminiser les notions quand il le faut. Tous les noms féminins de métier, de fonction sont là. Les accords égalitaires sont là également, depuis le latin, les accords de proximité, de majorité. Et enfin, concernant l'argument qui vise à affirmer que l'écriture inclusive gêne la lecture, on dira aussi, en se basant sur les études des psycholinguistes, je pense à Léo Varlet en particulier, que effectivement, les mots les plus courts, les plus fréquents sont plus simplement lus plus rapidement que les mots plus compliqués. Et effectivement, le point médian, par exemple, réduit un peu la lecture, mais simplement au début d'un article. Et il est notable par la suite que les sujets s'adaptent et retrouvent rapidement un rythme de lecture habituel. Et donc, en raison de ces arguments, on se propose, dans le cadre de notre revue, d'encourager soit l'usage de règles qui primaient avant la masculinisation de la langue, la féminisation des noms de métiers, les accords de proximité, soit d'utiliser de nouveaux mécanismes, parce que la société évolue, le point médian ou les pronoms non binaires. Donc, ça passe, les conseils donnés aux auteurs, par la féminisation des noms de fonction, la double flexion, donc utiliser le masculin et le féminin, la non-spécification du genre, les termes épicènes, l'usage des mots englobants, les prénoms non binaires. On a plein de conseils qu'on va publier sur le site de Mélété prochainement. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Étienne Lamarche, je pense. Je crois que c'est Claire qui va nous parler rapidement des procès, enfin pourquoi est-ce qu'on a choisi le format numérique et de la construction d'un numéro. Et moi, je conclurai en dernier point, mais alors assez rapidement parce que je vais parler de choses dont Monsieur Prévost a déjà parlé, parce que je vais parler de la question de la science ouverte, donc je serai probablement un peu plus rapide que ce que j'avais prévu. Je te passe la parole, Claire. Bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation, Louise et Ninon. Et moi aussi, je risque de faire des redites entre ce que Xavier Prévost a dit, et je m'en excuse par avance. Je vais vous parler des points techniques dans la création de Mélété, et donc comment on a créé la revue et comment on a créé le premier numéro. Donc je vais diviser mon propos en plusieurs points. Déjà, pourquoi on passe par une revue numérique. Donc comme ça a déjà été dit, il y a un souci assez prosaïque qui est celui de l'argent. Quand le projet a été lancé, j'étais pas la seule doctorante à l'époque et on n'a pas pensé à demander des financements. Et on voulait aussi maintenir absolument la revue en open access, donc sans qu'il y ait de frais de consultation ou de publication. Et s'il n'y a pas de frais du côté des auteurs et des autrices et des lecteurs et des lectrices, dans ce cas où il faut un financement, où il faut passer par une plateforme qui est déjà conçue, et c'est ce qu'on verra ensuite. Mais donc il y avait l'idée qu'on voulait vraiment quelque chose qui soit le moins coûteux possible.
Après, il y a d'autres arguments qui vont en faveur d'une revue numérique et bien sûr, le point de vue écologique et aussi le fait que c'est assez dans l'air du temps. La plupart des revues, traditionnelles ont commencé à dédoubler, en fait, leurs publications en ayant une publication papier et une publication numérique. Donc, c'est pas quelque chose qui, pose problème. Pour continuer dans ce sens-là, c'est plus pratique, en fait, l'open access, et la revue numérique, car évidemment, on peut le consulter n'importe où et n'importe quand. Et ça rejoint un de nos axes qui est, la transdisciplinarité et aussi l'ouverture et la diffusion hors du monde académique ou hors de facultés spécifiques. Si on a, des revues papier, on a plutôt tendance, à aller les consulter dans la bibliothèque d'un UFR ou d'un laboratoire, tandis que la revue numérique s'ouvre à tout le monde et comme ça a été déjà, dit, le référencement des articles et les mots-clés permettent en fait d'avoir des recherches qui sont plus spécifiques et plus sur des thèmes plutôt que sur des disciplines. Hem, un aspect pernicieux de ça, ce serait que, ça fait perdre un peu une identité à la revue, parce qu'on consulte un article en particulier ou une identité du dossier, mais c'est pas quelque chose qui est, inévitable parce que déjà dans les revues papier, on a tendance à consulter un seul article et sur les plateformes, par exemple Open Edition, il y a la liste des numéros qui s'affiche, sur le côté, quand on consulte un article, qui pousse en fait, le lecteur ou la lectrice à aller consulter, certains anciens numéros et ça peut aussi être réparé dans, le soin qui est apporté et qui est demandé aux introductions de dossiers. Essayer de montrer les liens entre les articles, essayer de faire une réflexion entre les articles et pas seulement à l'intérieur des articles. Un autre point intéressant des revues numériques, c'est, la possibilité d'insérer plusieurs médias. Donc on est une majorité d'historiens du droit, travaille sur des textes et des images de manière assez classique, mais Melleté a aussi une ambition, d'anthropologie du droit et à ce titre, intégrer des vidéos ou des sons, des fichiers audio permettrait en fait d'avoir des articles plus complets et qui permettraient, de montrer, de manière plus précise la recherche en train de se faire. Donc ça, c'est une liste d'arguments qui nous ont poussés à faire une revue numérique, même si, honnêtement, le financement a été déterminant. Donc maintenant, concrètement, comment on fait une revue? Quand on a lancé le projet, on était des chercheurs, ou slash enseignants, comme on l'est toujours, et donc on n'a pas forcément d'expérience dans l'édition. Il fallait, qu'on soit encadré ou guidé et pour ça, on s'est, tourné vers une plateforme de diffusion, la plateforme Prairial, qui est basée à Lyon-Saint-Étienne, dont on nous avait déjà parlé et qui est une structure, en fait, de diffusion de revues scientifiques et d'accompagnement et de création de nouvelles revues. Il existe plusieurs pépinières, en fait, de revues, des plateformes qui aident à la création de revues, mais celle-là est spécialisée en sciences humaines et sociales et il nous apporte, différentes choses, notamment un support technique pour la diffusion de la revue, le site, le référencement, un soutien et un encadrement éditorial, donc l'apprentissage des bonnes pratiques, nous expliquer ce qu'on doit mettre sur le site, ce qu'on doit faire apparaître absolument, une formation à certains logiciels ou par exemple, une mise à disposition de conférences sur les droits d'auteur qu'on en a eu en décembre, nous expliquer en fait comment il faut faire pour rester dans les clous juridiques. Et in fine, Prairial permet aussi une migration vers Open Edition au bout de quelques numéros. Donc Prairial, c'est vraiment une pépinière de revues, hem, qui est un temps en fait de la revue, dans la création de la revue, qui permet en fait de mettre à niveau et d'améliorer en fait, de professionnaliser et de perfectionner, toutes nos pratiques jusqu'à ce qu'on puisse, voler de nos propres ailes. Donc le temps de la création de la revue a été un peu long et il est toujours en cours, car notre premier numéro devrait sortir, le mois prochain et pendant ce temps-là, on a dû préciser nos axes, composer nos comités. Xavier Prévost est très au courant de toute cette procédure. Et donc notre revue se compose de 2 comités. Le comité de rédaction qui, assure une, relation avec les auteurs, qui a l'idée du dossier thématique ou qui reçoit des propositions de dossiers thématiques. D'ailleurs, j'en profite, Prairial n'a pas non plus de dossier thématique pour 2027, donc nous sommes ouverts à toutes les propositions. Et qui gère aussi le côté le plus administratif, de la création de la revue, donc la création des dossiers, discussion et Prairial.
Le second, c'est le comité scientifique, donc qui va être chargé de la relecture, dont je parlerai plus tard, et qui va donc assurer la qualité scientifique des articles. Même si on est une revue d'histoire et d'anthropologie du droit, il y a eu une volonté, comme Ralph l'a dit, d'essayer de ratisser large pour la composition du comité scientifique, et on a plusieurs disciplines qui sont représentées et plusieurs nationalités qui sont représentées même. Et finalement, mais il était aussi composé d'un secrétariat d'édition qui est chargé de mettre en forme, de s'assurer des normes bibliographiques et in fine de la mise en ligne des articles. Quand on a fait tous ces comités et secrétariats, il est aussi important de créer l'identité de la revue et l'identité visuelle, car même si c'est quelque chose de numérique et qu'il n'y a pas le côté papier et couverture, il a fallu créer un logo, un bandeau, une bannière et une couverture numérique qu'on pourra reprendre à chaque numéro, ce qui est demandé par Prairial. Voilà. Alors maintenant, plus spécifiquement pour la création du premier numéro. Donc le premier numéro, il est consacré aux inégalités de genre dans le droit, et il est dirigé par Maxime Tourette, Alexandrine Nedelec et moi-même. Et pour le lancer, on est passé classiquement par un appel à contribution sur Calendar. Donc voilà, et cet appel à contribution nous a permis en fait de expliquer la démarche de création d'une nouvelle revue, ce qui a été important aussi, de légitimer en fait cet appel à contribution qui ne sortait pas de nulle part. Les propositions d'articles ont ensuite été reçues par le comité de rédaction. Donc Étienne et Ralph, vu que je faisais partie de la direction du dossier, je ne pouvais pas les voir. Et elles ont été anonymisées, puis envoyées à la direction du dossier, qui les a sélectionnées. Ensuite, il y a eu un retour qui a été fait aux auteurs et aux autrices, ainsi que on leur a donné un délai pour qu'ils puissent écrire leurs articles. Et les articles ont été renvoyés complets sur la boîte de Mélité, donc anonymisés de nouveau par le comité de rédaction dans lequel auquel j'ai contribué cette fois. Et il a fallu sélectionner les personnes du comité scientifique qui allaient évaluer les articles. Donc, comme je l'ai dit, on a un comité scientifique qui est déjà conçu, mais certains articles ne rentraient pas spécifiquement dans les axes du comité scientifique, donc il a fallu faire appel à des extérieurs. Pour la relecture, on a fait le choix du double aveugle et comme ça a déjà été dit, pour les revues numériques, il y a l'importance de continuer en fait l'exigence scientifique qui est déjà en fait présente, enfin qu'on associe généralement à la publication papier. Pas penser que enfin notamment Mélité parce que il y a des doctorants et des doctorantes dans le processus, pas penser que c'est juste un blog où on peut publier un peu ce qu'on veut, donc vraiment faire une relecture en double aveugle avec des enseignants confirmés qui vont évaluer les articles. Ensuite, il y a une grille de lecture et d'évaluation qui a été faite et qui a été envoyée aux personnes chargées de la relecture, qui ont été renvoyées au comité de rédaction. Et à partir de ce moment-là, c'est assez classique, il y a modification mineure, majeure ou acceptée en l'état. Et quand il y a des modifications majeures, il s'agit évidemment de vérifier que les modifications ont bien été faites pour permettre la publication des articles. La dernière étape dans la création du numéro, c'est à peu près là où on en est maintenant. Donc la mise en forme des articles et la création des épreuves, donc les textes pré-publication qui doivent être envoyés aux auteurs et aux autrices pour qu'ils vérifient les erreurs matérielles et qu'il n'y ait pas de typo ou quelque chose comme ça. Et en même temps, on leur envoie donc un contrat, donc qui est un document assez standardisé pour s'engager à la publication et expliquer le dépôt, par exemple, en archive ouverte, etc., etc. Et après ça, quand les dernières épreuves seront créées et qu'on aura fait les contrats, la dernière étape sera la publication sur le site. Et voilà, je pense pas que j'ai quelque chose à ajouter. Euh, Très bien. Du coup, je vais prendre la main pour. Bon, je l'ai dit, hein, je vais dire des choses qui ont déjà été dites. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, on a vu les axes. Enfin, Raph vous a présenté les axes et Claire vous a présenté du coup le procédé, le processus de création et le processus de publication du premier numéro qui est encore en cours. Moi, je vais revenir sur les choix. En fait, je vais essayer de traiter des différents éléments qui font de la qualité d'une revue numérique.
Je vais à chaque fois essayer d'expliciter un peu comment mes TC positionner. Mais avant tout ça, je dois d'abord préciser que on a beaucoup parlé de Prairial. En fait, Prairial donc a accepté notre dossier. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont également mis en relation avec d'autres acteurs du monde de l'édition. Donc, on n'est pas encadré que par Prairial. On est aussi encadré par la MSH Monde, enfin, en tout cas, la clinique éditoriale des revues de la MSH Monde. Donc, en fait, il s'agit d'une clinique éditoriale qui est attachée donc, à la MSH Monde, qui est elle-même attachée à Paris-Nanterre, et qui nous encadre pour l'aspect éditorial. Donc, concrètement, cette clinique éditoriale, elle nous sert d'interlocuteur. Dès qu'on a un problème dans le processus éditorial, la mise en forme des articles, je pense, on les a beaucoup sollicités pour élaborer un calendrier, notamment concernant la mise en forme des articles. Et ils nous fournissent des documents, ils nous fournissent beaucoup de documents, des contrats types pour les auteurs, etc. Donc, d'un côté, pour la clinique éditoriale de la MSH Monde, et on est également accompagné par QJAS, la bibliothèque QJAS, donc plus particulièrement le service aux revues en ligne de la bibliothèque QJAS, qui vient cette fois-ci effectuer le travail en complément de ce que fait Prairial, c'est-à-dire qu'il nous donne des conseils concernant la structure de la revue, ils relisent nos textes, ils nous font des suggestions de modifications dans notre processus de fonctionnement pour le premier numéro ou pour les numéros suivants, ils contrôlent la composition des comités, ils nous donnent des recommandations, etc. concernant la science ouverte. Et vous allez voir que tout ça, c'est très, très important parce que je vais vous parler donc, de différents critères de qualité et à chaque fois, je vais vous dire comment on s'est positionné. Je vais appuyer, en fait, à chaque fois, on s'est positionné grâce à Prairial, grâce à tous ces encadrants, parce qu'en fait, quand on a commencé, on était néophyte, on est toujours néophyte. Et donc, en fait, c'est eux qui nous ont apporté énormément de conseils. Et tout ce que je vais vous dire, en fait, c'est le fruit d'une réflexion qui a été constituée grâce à ces structures d'encadrement. Donc, on était néophyte quand on a commencé la revue, mais on avait quand même deux éléments auxquels on était très attachés dès le début. Bon, d'abord, c'est la rigueur scientifique. Claire l'a dit, on voulait faire quelque chose de rigoureux scientifiquement, et donc on voulait tout de suite mettre en place un processus d'évaluation en double aveugle. Ça a été évoqué par Claire. La deuxième chose, c'était la promotion d'une science accessible. En fait, dès le début, on voulait aller vers un modèle de gratuité. Tant au niveau de la publication que de la consultation des articles, ce qui équivaut au modèle diamant dont parlait Xavier Prévost, on ne le savait pas à l'époque, maintenant on le sait. Et on voulait aussi s'associer à une démarche de science ouverte en encourageant les dépôts des articles sur des plateformes comme HAL. Mais ça, c'était un petit peu nébuleux pour nous. Avec ces objectifs en tête, on a été guidés, je vous l'ai dit, par toutes ces équipes. Je vais essayer de résumer en trois gros axes les décisions qu'on a prises. Alors, je vais m'appuyer sur, parce que Claire l'a dit aussi, on a été envoyé dans des formations, on nous a suggéré des formations. Donc, je vais m'appuyer, moi, sur des critères de qualité qui s'appellent les critères Kero, qui sont des critères qui sont recommandés pour les revues scientifiques en ligne. Il en existe d'autres. Et moi, je vais m'appuyer sur ces critères-là pour faire ces espèces de trois grands thèmes correspondant à trois grands axes de qualité éditoriale de revues en ligne. Donc, le premier grand axe dont je vais parler, c'est la question du référencement et de la diffusion. Ça a été évoqué par Monsieur Prévost, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, d'autant plus que c'est un des axes de qualité où on a eu le moins de choix à faire, parce que l'encadrement s'est encore une fois révélé très très précieux ici. Donc, c'est par l'intermédiaire de Prairial et de QJAS que le référencement du premier numéro aura lieu, donc dans le catalogue SUDOC, ainsi que sur le catalogue de la bibliothèque QJAS, grâce à l'accompagnement de QJAS. Et de l'autre côté, donc Prairial dispose de son propre catalogue, mais signalera également la revue sur des réseaux de diffusion comme Mirabel, par exemple, et on aimerait à terme être signalé dans le DOAJ dont a parlé M. Prévost, donc qui est une importante base de données qui regroupe toutes les publications, pas toutes, mais qui regroupe énormément de publications en open access. Prairial et QJAS, donc je vais aller assez rapidement là-dessus aussi, ça a été évoqué, prendront en compte, donc en ce qui concerne le référencement, l'attribution d'identifiants pérennes pour les articles, donc les DOI,
et aussi pour les auteurs et autrices par l'intermédiaire donc de Orcid et de IDREV, donc qui sont des outils que vous utilisez déjà peut-être dans votre recherche actuellement. Alors, donc, tout ça, je vous ai dit, on n'a pas eu beaucoup de choix à faire parce qu'on est très bien accompagné. Donc, du coup, ça s'est un peu imposé à nous, alors de manière très positive, hein, évidemment. En ce qui concerne le référencement et la diffusion de la revue, ça passe aussi, évidemment, par la bonne structuration des métadonnées dans les articles au moment de la mise en forme. Je parle de ça parce que, grâce à Prairial, nous disposons d'un outil formidable pour mettre en forme nos articles, qui est Lodel, qui est en fait un logiciel d'édition électronique qui a été développé par Open Edition, mais que Prairial utilise. Concrètement, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Alors encore une fois, on est néophyte, hein, on prend du temps pour mettre en forme les articles, mais Lodel, c'est quelque chose qui permet de préparer les textes avant la mise en ligne sur un document texte, donc sur un logiciel de traitement de texte classique, en l'occurrence, on utilise Word, en appliquant au texte des articles reçus, des styles, en lui ajoutant des métadonnées pertinentes et en le mettant en forme, donc, ce qui permet par la suite de téléverser directement le site sur Lodel et de contrôler l'affichage numérique de l'article. En fait, ça nous permet de ne pas passer par un codage XML qui prendrait beaucoup de temps et qui nous demanderait un apprentissage beaucoup plus important. Toujours dans cette question de diffusion, nous, on a fait le choix d'encourager fortement les auteurs et autrices à mettre leur version des articles sur les plateformes d'archives ouvertes. Alors, c'est un choix, mais bon, j'imagine que vous le savez, mais c'est possible en fait depuis une loi de 2016 qui s'appelle Pour une République numérique. Vous avez le droit de déposer les versions auteurs de vos articles sur HAL, par exemple, hein, sur les archives ouvertes, suivant une période d'embargo plus ou moins courte. Nous, on a décidé de le faire sans embargo et ça sera précisé, c'est précisé dans notre modèle de contrat auteur qu'on communique aux auteurs avant publication. Donc voilà pour la diffusion, on a eu assez peu de choix à faire. En ce qui concerne, donc le deuxième point que je vais évoquer, c'est l'orientation vers une politique de sciences ouvertes. On touche là un des éléments qui nous a poussé à opter pour une revue numérique, Claire l'a évoqué déjà. Donc on adhère pleinement aux critères Kero qui traitent de la science ouverte. Alors, pour donner une définition de la science ouverte, si on cherche sur les sites institutionnels, ça veut dire la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Plus concrètement, pour nous, comment est-ce qu'on s'est inscrit dans une logique de science ouverte? D'abord, par le modèle Diamant dont on a parlé, donc un accès au contenu de la revue en accès libre, sans barrière technique, c'est-à-dire sans connexion, et sans barrière financière, sans paywall, hein, comme on dit, pour accéder aux articles. Et surtout, on publie les articles sans demander d'argent aux auteurs et aux autrices. Mais la question de la science ouverte, elle ne se résume pas uniquement à l'accès libre aux articles. Il est aussi nécessaire d'autoriser la diffusion des contenus et leur réutilisation sous condition de citation des auteurs. Ça, c'est pareil, hein, Monsieur Prévost en a parlé. On a fait le choix de formaliser notre politique de diffusion des contenus de manière assez classique, hein, avec l'adoption d'une licence de Creative Commons. Donc, c'est des licences qui sont modulables et qui sont librement réutilisables, qui sont maintenant très courantes à la fois pour les publications scientifiques et en ligne de manière plus générale. Donc nous, on a choisi une licence, donc la licence BYNCSA, donc c'est la même que Clio Tennis. Donc je ne vais pas réexpliquer en profondeur. Donc BY, ça a trait à la paternité. C'est le seul terme obligatoire dans le cadre d'une licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que les articles de MET peuvent être diffusés tant que leurs auteurs et leurs autrices sont cités. En l'occurrence, ça nous permet de protéger quand même le droit de paternité des auteurs et autrices. Le deuxième terme, NC, c'est non commercial. En fait, ça interdit la diffusion et la modification des articles dans un objectif commercial. C'est possible de ne pas le mentionner dans le cadre d'une licence libre, hein, de laisser tout loisir aux personnes d'utiliser les contenus
à des fins commerciales. Idem, nous, ça nous a semblé important d'insérer non commercial pour protéger les droits des auteurs et autrices. Et le troisième SA, qui est un peu moins commun, c'est la question le troisième SA, donc le troisième terme de la licence, qui est un petit peu moins commun, c'est ça encourage l'utilisation et la reproduction, la diffusion des articles sous la même licence. En fait, nous, on a décidé d'ajouter ça pour propager un petit peu ce modèle de science ouverte, en fait. Donc voilà. On aurait pu ajouter un quatrième terme. Enfin, il y a d'autres combinaisons. Je ne vais pas faire toutes les combinaisons de licences Creative Commons. Voilà les choix qu'on a faits. Et évidemment, tout ce que je viens de vous dire concernant la science ouverte, le dépôt sur les archives ouvertes les conditions de diffusion sont formalisées sous la forme d'un contrat. Et encore une fois, ça, c'est des choses qui nous ont été précisées par Prairial. Prairial, QJAS et la MSH Monde, c'est des choses qui nous ont apportées. Sans ça, on n'avait pas ces connaissances-là. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question de la transparence des politiques éditoriales. Claire elle a un peu évoqué donc les différents comités, comment on fonctionnait, etc. Et ce que tous les encadrants nous ont apporté, c'est l'idée que ces politiques éditoriales devaient impérativement être transparentes. Donc ça demande un travail très important. Ça demande ça nous oblige dès le premier numéro à réfléchir. Alors on réfléchit évidemment avec nos encadrants, mais à des procédures éditoriales qui sont claires, qui sont fixées très en amont, pour qu'ensuite on puisse les afficher sur le site, comme le fait encore une fois Clio Témis, au vu et au su des auteurs et de toutes les personnes qui voudraient contribuer à la revue. Donc ça, c'est important pour nous. Et c'est en fait le travail qui nous occupe. On est toujours en train d'échanger avec Prairial pour apporter les dernières modifications, les dernières touches aux textes qui seront affichés sur le site et qui ensuite vont nous engager, qui vont nous engager auprès de toutes les personnes qui voudront publier dans la revue. C'est un travail qui est important et tous nos encadrants sont très très vigilants pour que les textes soient les plus clairs possibles et qui soient le plus conformes aux bonnes pratiques éditoriales. Concrètement, on évoque les procédures de relecture, tout processus d'évaluation, les compositions des comités, tout en s'assurant qu'ils comprennent à chaque fois 50% d'extérieur par rapport à l'entité éditrice. Donc je ne vais pas approfondir là-dessus, mais toujours au titre de la transparence, on a fait aussi le choix de rédiger une charte d'éthique qui précise les engagements réciproques qui sont pris à la fois par les différents comités. Donc, par exemple, Claire en a parlé, on conserve l'anonymat des auteurs et des autrices. Avec la procédure en double aveugle, on essaye de garantir une absence de discrimination. Tous les engagements éthiques qu'on prend, mais également tous les engagements des auteurs et des autrices auprès de la revue. Donc, principalement fournir un texte inédit, ne pas avoir de plagiat et signaler s'il y a des conflits d'intérêts. Alors, je voudrais juste insister, c'est la dernière chose que je vais évoquer à proprement parler, mais sur la charte éthique, parce que c'est une pratique qui se généralise de plus en plus. D'ailleurs, je signale que quand on nous a demandé si on voulait rédiger une charte éthique, si elle nous intéressait, etc., on nous a dit vous pouvez aller voir la charte éthique de Clio Témis, elle est très bien faite. Donc du coup, voilà. Donc c'est une pratique qui est très intéressante et qui correspond tout à fait à ce dont je veux parler. C'est une question de critères de qualité éditoriale. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'on est aussi en train de mettre en point, de finaliser en même temps qu'on est en train de mettre en forme les articles. J'espère donc que cette présentation a été un peu claire. Je ne sais pas si je ne me suis pas un peu trop éparpillé sur la fin, mais ça, c'est des choses qui sont des questionnements qui sont assez propres en fait aux revues numériques. À notre sens, c'est un travail qui est très très positif.
c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même logique de création que des revues plus anciennes qui ont commencé sur des sites propriétaires, donc sur leur propre site. C'est le cas de beaucoup de revues, et qui ensuite ont dû faire la transition vers Open Edition ou vers Clarial. Nous, ce travail-là, en fait, on doit le faire dès le premier numéro, donc c'est bien, on va fixer des bases saines pour la revue, et c'est un travail qui est important, qui prend du temps, mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant à fournir. Et j'espère que une fois qu'on aura fait ça proprement, que la transparence sera totale, etc. Les bases sont solides. On n'aura pas. C'est pour ça que je posais la question à Monsieur Prévost sur l'évolution des processus. J'espère que du coup, il n'y aura pas trop d'évolution, qu'on va réussir dès le début. Du premier coup à poser des processus stables et fonctionnels, et qui donneront satisfaction à tout le monde. J'espère, je touche du bois, mais j'espère que c'était un peu clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. On y répondra avec plaisir. Mais sur ma partie, c'est... Merci Étienne, merci Claire et Ralph. Alors déjà, merci, un merci personnel, parce que je pense qu'à la prochaine réunion de la revue semestrielle des droits animaliers, je vais arriver avec un petit paquet de propositions, puisque nous, pas de contrat, la politique éditoriale transparente qui laisse clairement à désirer. Et on est précisément ce que tu disais là, Étienne, sur un site, un hébergeur, un site juste pour la RSDA. Et je confirme que la transition vers va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, avec un fonctionnement qui vraiment est complètement incompatible avec ce genre d'exigences et d'attentes. Et c'est vrai que vous le soulignez, on le voit bien, hein, il y a un gros travail de départ, un gros investissement au départ, mais on sent bien que derrière, une fois que le calendrier est bien fixé, Xavier Prévost évoquait ce rétro-planning un peu qui permet à la revue de fonctionner correctement. On évite, comme le disait aussi Xavier, de travailler à Noël, ce qui a été mon cas pour le dernier numéro de la revue semestrielle de droit animalier, puisque encore, quand certains pensaient aller voir leur cadeau, j'étais en train de mettre en ligne l'Animal voyageur, que je vous conseille évidemment d'aller lire. J'ai une petite question par rapport justement à l'aspect transdisciplinaire. Est-ce que vous avez prévu des rubriques un petit peu, est-ce que vous avez une attente pour être certain que pour chaque thème, vous ayez effectivement cette approche transdisciplinaire? Comment vous allez procéder pour que cette pluridisciplinarité soit effectivement au rendez-vous pour chaque thème? Est-ce qu'il y a des rubriques systématiques? C'est ça ma question. Anthropologie, sociologie, histoire du droit, etc. Ou est-ce que vous allez composer ça au fur et à mesure des dossiers? Non, il n'y a pas de rubrique de prévu encore. Pourquoi pas, hein, dans de futurs numéros. Mais là, pour l'instant, simplement, alors, concernant chaque dossier thématique, chaque dossier thématique est dirigé par un membre extérieur et par un membre du comité de rédaction. Et donc, le membre du comité de rédaction encourage le membre extérieur à faire en sorte que la sélection des articles respecte justement ce principe initial qui vise à la transdisciplinarité. Voilà l'idée. Et si je peux me permettre, comme le disait aussi Monsieur Prévost, on a la même chose. On passe toujours par un appel à contribution, mais c'est pareil. La direction du dossier peut aussi transmettre l'appel à contribution à des personnes qu'elle juge éventuellement intéressantes pour des questions plus, pour ouvrir aussi à d'autres disciplines, mais toujours avec la même idée qui est il faut répondre à l'appel à contribution. On passe par la procédure, et si c'est refusé, c'est refusé. Donc, il faut aussi il faut toujours le préciser. Oui, il y a appel à contribution, et puis aussi solliciter pour qu'il y ait une réponse sur telle ou telle discipline. C'est ça que je comprends. D'accord. Donc, des questions. Alors, Mathias avait levé la main, et puis ensuite, Jérôme. Mathias Bousmar. Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Parfait. Merci infiniment à toutes et tous. On a bien compris que la compétition était lancée entre deux revues. Alors, bien entendu, ce ne sera pas sur les mêmes champs. J'avoue que je suis confus parce que j'ai moi-même envoyé un article à Kyotemis récemment en ignorant complètement l'énorme machine que j'avais lancée involontairement et les quantités phénoménales de travail que ça impliquait. Bon, je m'en suis bien rendu compte en recevant les commentaires et la qualité des retours extrêmement fins qui demandaient. Donc, j'en ai déduit une lecture de mon texte particulièrement scrupuleuse. Et j'avais une question qui, en fait, pour toutes les intervenants et les intervenantes de ce soir, parce que j'ai cru comprendre que MEDT allait publier des notes de lecture. Là où, alors je parle sous votre contrôle, Monsieur Prévost, il n'y a pas de recension d'ouvrage dans Clio Thémis. Et donc, c'était une question très naïve de savoir pourquoi, parce qu'il me semble que c'est un lieu souvent d'échange intéressant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une raison et du coup, est-ce que les notes de lecture seront des sortes de recensions d'ouvrage ou pas forcément? Voilà. Merci beaucoup. Je réponds peut-être sur Clio et Thémis et je vous laisse ensuite. Merci, monsieur. Heureux de vous voir. Donc, oui, c'est un choix des fondateurs de la revue pour des raisons d'indépendance. Donc, voilà, d'être totalement indépendant de la même manière que on a souhaité, ils ont souhaité n'être pas rattachés à une institution universitaire déterminée, ce qui permet aussi de préserver la vie de la revue au gré des départs à la retraite des fondateurs ou de la vie, voilà. Donc, la question des recensions ou des recensions ou des comptes rendus peut amener éventuellement, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais à des formes potentielles de services rendus ou de conflits d'intérêts ou est-ce qu'on va recenser en priorité les livres des membres du comité de rédaction, des membres du comité scientifique, d'où nous viennent les recensions? Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est un premier point. Et ensuite, c'est un énorme travail. Et en particulier, quand on est une revue visible, on reçoit beaucoup d'ouvrages de la part des éditeurs, de la part des auteurs. Ça nécessite ensuite de décider pour lesquels on va faire des comptes rendus, de trouver des gens qui rédigent des comptes rendus, de les envoyer, de les obtenir. Et donc, comme il existe beaucoup d'endroits quand même où on peut publier des comptes rendus ou des recensions, c'est pour ça que les membres fondateurs de la revue ont décidé de ne pas le faire, ce qui, pour la petite anecdote, de temps en temps, je reçois dans ma boîte aux lettres un livre, et donc j'écris à la maison d'édition pour dire alors on ne fait pas de compte rendu, et je fais un heureux en donnant le livre à quelqu'un. Voilà. Oui, une réponse? Ouais, je vais répondre. Merci Mathias de ta question. Nous, on publie des recensions qui peuvent être des simples résumés un peu critiques du livre ou alors une vraie discussion plus poussée de plusieurs pages. Et je dois avouer que je suis assez innocente dans le monde de l'édition. J'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir des problèmes de copinage sur la recension. Mais pour les questions pour les questions d'exigence scientifique, pour l'instant, on fait relire par le comité de rédaction, donc c'est pas du double aveugle pour la recension, ce qui est quelque chose qui pourra changer éventuellement au fil des numéros en fonction de si on a beaucoup de recensions ou pas, mais c'est effectivement un espace qui est possible dans le numéro. On peut avoir des recensions, on peut aussi avoir des numéros sans recension. Je précise juste pour les recensions que l'idée d'ouvrir une rubrique recension, elle va de pair également avec l'ouverture de notre revue à la jeune recherche, puisqu'on s'est rendu compte que les recensions que l'on recevait émanaient souvent de jeunes chercheurs. Donc voilà, ça favorise également la participation des jeunes chercheurs, le fait de leur accorder une publication. Merci. Jérôme?
Bonjour à tous, merci beaucoup, j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé ça très très intéressant. Oui, alors j'ai une question qui, en fait, qui me fait réagir par rapport à la remarque doublement précédente sur l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que moi je suis dans le comité de rédaction des Cahiers Jean Moulin et on essaye de faire de l'interdisciplinarité et on rencontre un problème qui est assez difficile. C'est quand on a des articles de sociologie ou d'histoire tout court, contemporaine ou ancienne, ou même de droit positif, on ne sait pas trop, on ne sait pas bien qui les donner à évaluer. Est-ce qu'on les donne à des historiens du droit? Est-ce qu'on les donne à des spécialistes de la section? Et du coup, on casse un peu l'interdisciplinarité parce que les sociologues évaluent les sociologues, l'historien du droit évalue les historiens du droit. Et on ne sait pas trop comment faire. Et quand on casse ça, ça donne des résultats un peu difficiles parce que les historiens du droit n'aiment pas la manière dont les sociologues travaillent. Les plans, ça ne va pas. Les publicistes, ils trouvent que les historiens du droit sont nuls en droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, finalement, le rêve de l'interdisciplinarité s'est trouvé un peu fracassé à cause de cette mécanique de l'évaluation. Et je travaille aussi pour 2 autres revues qui font de l'interdisciplinarité. C'est souvent un problème, surtout entre sociologues et juristes. Hein. C'est la science sociale au sens. Voilà. Est-ce que vous avez pensé. Enfin, comment vous faites? Parce que même si vous avez une idée, moi je suis preneur parce qu'on ne sait toujours pas comment on fait, nous. Je peux, pour l'instant, nous, ce qu'on a essayé de faire, mais alors, c'est encore une fois, on n'a pas énormément de recul, mais on essaye d'associer plutôt des spécialistes du sujet, mais surtout, en fait, pour la question de l'interdisciplinarité, on essaye d'associer des personnes qui sont historiennes ou anthropologues du droit à des personnes qui sont pas enfin, qui ne le sont pas, et on n'a pas eu enfin, par exemple, pour un article de droit positif, on va essayer d'intégrer un ou une relectrice relecteur ou relectrice qui est fait du droit positif avec quelqu'un qui est plus dans j'allais dire dans nos domaines de recherche, d'histoire du droit. Et pour l'instant, pour le premier numéro, on n'a pas eu tellement de difficultés dans la question des dialogues. Après, peut-être qu'il y a une chose quand même sur la question de l'interdisciplinarité, alors je parle sous le contrôle de mes camarades, c'est que c'est dans la manière dont se diffusent les appels à communication. Qu'il y a aussi quelque chose sur laquelle on pourrait travailler, je pense, pour plus tard. Parce que je sais qu'en fonction des matières, des disciplines, les appels à communication se diffusent pas par les mêmes moyens. Il y a des gens qui passent beaucoup par Calendar, il y a d'autres disciplines qui passent pas beaucoup par des listes de mails. Et ça demanderait peut-être un travail de cartographie, on va dire, pour voir comment on peut aussi stimuler l'interdisciplinarité en touchant ces réseaux-là. Mais ça, je ne sais pas si vous en avez réfléchi avec les cahiers Jean Moulin ou mais ouais, c'est une discussion qui serait intéressante. J'espère que je laisse les autres répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais justement, pour les cahiers Jean Moulin, le problème de la diffusion, on n'est pas tous d'accord. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un problème, un gros problème, que l'on ne sache pas exactement qui fait quoi. Enfin, ce ne soit pas public. Mais dès que c'est public, on se retrouve avec des dizaines d'articles à rejeter de façon un peu désagréable, soit pour les propositions, soit pour les articles terminaux, parce qu'il y a un peu de tout qui vient du monde entier. Et c'est désagréable aussi. Alors, donc on n'est pas d'accord sur comment procéder. Hein. Louise, tu avais une question? Oui, j'en ai quelques-unes, mais je vais faire bref, hein, promis. Je voulais, et c'est une question qui est volontairement naïve, puisqu'on a parlé du coût qui était très important et qui finalement va finalement orienter sur est-ce qu'on fait une revue nativement numérique ou pas. Est-ce qu'on a un ordre d'idée, pour ceux qui ne sont pas dans les rouages de l'édition, de combien coûte une revue papier, grosso modo? Et après, une autre question et qui s'adresse pour les 2 revues de ce soir, c'est combien de numéros à l'avance vous stockez pour vous dire que voilà, vous avez prévu pour l'avenir? Est-ce que vous avez un nombre précis ou c'est vraiment au fil de l'eau, au fil aussi des opportunités, des dossiers? Et dernière petite question, mais ça c'est selon si on a le temps. Monsieur Prévost, vous avez évoqué la question de la traduction, si des articles, ça pourrait être intéressant, et de voir si Melleté va prendre
ce choix ou pas et pourquoi. Et Mérité, vous avez mentionné la question de la composition des comités. Et j'avoue que je serais intéressée de savoir comment vous faites un dialogue avec Prairial ou une autre institution sur cette composition des comités. Voilà. Bien, Xavier, si tu peux répondre aussi, parce qu'il y avait la question du coût, que c'est vrai, tu as dit que tu y reviendrais s'il y avait des questions, et cette question, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Alors, la réponse à une revue papier, ça, je peux pas vous répondre, mais je pourrais me renseigner parce que j'ai intégré récemment le comité de rédaction d'une revue qui fonctionne très différemment, qui s'appelle Délibéré, qui est une revue sur le droit de manière générale et la justice, qui est une revue donc papier et sur Cairn, mais qui a un modèle économique totalement différent, le fonctionnement du comité de rédaction totalement différent, mais on pourrait en reparler. Donc si ça vous intéresse, je peux me renseigner de ce côté-là pour voir combien ça coûte. Ça coûte assez cher, c'est ça que je peux vous dire. Et il y a du personnel derrière à temps plein qui s'occupe de ça. Et puis après, il y a le coût de l'impression en lui-même qui est évidemment important. Et donc sur le modèle économique, pour la revue en ligne, mais après, c'est du coût chercheur. On dit que notre temps, c'est quand même notre temps de travail et bon, on ne compte pas trop notre temps de travail, Ninon l'a dit, les collègues l'ont dit aussi, ils vont s'en rendre compte, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est aussi un enjeu, on parlait de la place des jeunes chercheurs et l'évolution et des doctorants. Et donc, on va être très clair, moi j'ai participé à l'évaluation de votre projet donc, quand j'étais à Prairial, et ça, c'est un vrai enjeu. Parce que quand on est doctorant, on a une thèse à écrire, et s'occuper d'une revue, c'est un travail énorme qui prend beaucoup de temps sur la thèse, par exemple. Et puis quand on est doctorant, potentiellement ensuite on va avoir un poste ou pas. Et donc il y a des questions sur la pérennité de la revue et aussi le modèle économique derrière, parce que exploiter un doctorant pour faire vivre une revue, c'est un risque qui existe quand elle est gouvernée de manière un peu mandarinale. Alors là, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas les collègues qui sont en poste sont pas des mandarins. Je pense pas. J'espère pas encore. J'espère même jamais. Mais ce sont des enjeux très importants qui sont des enjeux économiques et humains derrière, où on fait parfois reposer le fonctionnement de revues sur des petites mains et qui derrière, en réalité, sont effacées. Donc là, c'est pas du tout le cas. Hein. Je dis bien que c'est pas le cas, mais ça, c'est un vrai enjeu qu'on doit prendre en compte typiquement. Et donc, j'avais levé la main, mais je l'ai baissée pour vous dire que, en tout cas, je suis très content d'avoir entendu votre présentation parce que vous avez souligné à quel point l'accompagnement qui est fait est utile, et dire que votre présentation a bien montré que c'était un vrai métier et que c'est pas notre métier, qu'il y a des professionnels et que ces professionnels, ils sont vraiment à la fois très compétents et très utiles et qui nous font monter en qualité éditoriale, mais aussi en qualité scientifique. Et bien sûr, ça passe aussi par l'investissement d'enseignants-chercheurs, mais vraiment, moi, j'ai trouvé que vos interventions, pour ça, elles étaient vraiment très utiles, et pour tout le monde, pour voir à quel point il faut qu'on collabore en fait avec ces gens qui sont dans les universités et à quel point ils nous sont précieux, en particulier en droit, où le monde de l'édition est verrouillé par des éditeurs privés qui ont des bases de données fermées, qui font payer ultra cher parce qu'ils ont une clientèle captive d'avocats, par exemple. Donc vraiment, merci pour votre initiative et aussi pour votre exposé. Et je me tais. Merci Xavier. Il y avait d'autres réponses aux questions de Louise. Étienne. Tu veux y aller, Ralph, si tu veux dire quelque chose, je vois que tu prends la parole. Non, c'était juste pour parler du deuxième numéro. Mais Ah oui, moi je réponds juste directement à Louise alors sur la question des comités. On a du coup beaucoup échangé avec Prairial. D'ailleurs, je me permets de signaler, alors qu'il y a Marie Piquet de Prairial qui est en ligne, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur les critères de qualité, qui est notre interlocutrice principale pour Prairial. J'espère que voilà, j'ai pas dit trop de bêtises. Mais donc sur la question des comités, on a aussi beaucoup échangé avec Prairial, et c'est vrai que c'est ce que disait M. Prévost, c'est
un souci qui a été relevé. La présence des jeunes chercheurs, c'est un axe de la revue. On veut qu'il y ait des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui s'impliquent, mais on veut surtout pas qu'il y ait une exploitation en fait du travail des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses. Donc voilà, d'abord, première chose, préciser que Prairial nous a pas mal conseillé sur la question des comités, et le comité de rédaction, là on est 3 présents, en fait on est plus nombreux, on est 6, et Prairial nous a beaucoup poussé à aller s'ouvrir sur d'autres universités. On est tous les 3 à Nanterre, les 3 autres membres sont extérieurs. Donc voilà, donc il y a eu la question des jeunes collègues, et il y a eu la question aussi de l'ouverture du comité de rédaction qui ont été le fruit d'échanges, encore une fois, avec cet encadrement. Donc voilà. Et pour les comités scientifiques, on a eu pour l'instant on n'a pas eu de discussion sur la composition. En fait, on en a un qui est pour l'instant assez étendu. Avec peut-être qu'un jour on aura besoin de discuter de procédures de renouvellement, par exemple. C'est quelque chose dont on pourrait parler, notamment avec Clio Thémis, pour savoir si on peut mettre en place de telles procédures. Merci Étienne. Il y avait Marie Piquet qui voulait réagir peut-être. J'ai vu une petite main, peut-être juste pour dire bonjour. Oui, c'est ça. C'était juste pour rassurer Étienne et lui dire qu'il n'avait rien dit de rocambolesque sur les critères Kéro. Bon, c'est tant mieux, parce que c'est enregistré, ça sera diffusé à une échelle internationale. Donc, merci Étienne de nous avoir bien tenu au courant des bons critères. Ralph, je te passe la parole. Oui, c'était juste en quelques mots parler du 2e numéro. Donc, on n'a pas pris encore beaucoup d'avance, étant donné qu'on est une jeune revue sur les numéros à venir. Donc, le 2e numéro sera publié en mars 2026, si on suit notre calendrier. On a quand même déjà avancé, donc on a déterminé le thème du dossier, ce sera l'animalisation du criminel, et on a déjà un directeur, 2 directeurs pour le dossier. Voilà des tas d'avancements. Et un appel à contribution qui sera bientôt publié. Et donc, je ne vous ai pas répondu, moi, sur ce point très rapidement. Je vois que le temps file, mais pour dire que, vous voyez, moi, j'espère qu'on va avoir bientôt le numéro pour juin 2027. Ça veut dire que en ce moment, on est en train de finaliser l'évaluation du prochain numéro de juin 2025, qu'on a commencé l'évaluation du numéro de novembre 2025 et que sont déjà dans les tuyaux les numéros de juin 2026 et novembre 2026. Voilà, donc pour avoir un roulement un peu régulier. Alors, c'est une grande planification, ce qui fait que parfois, des gens me sollicitent pour me proposer un numéro, et quand je leur dis, alors la prochaine, ce sera ils me disent, du coup, ça ne m'intéresse pas. Bon, ce que je peux comprendre. Alors que d'autres, en revanche, disent, c'est parfait, comme ça nous laisse du temps pour nous organiser. Bien, merci. Étienne, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire qu'on cherche à avoir autant d'avance. On est en train on prospecte pour les prochains numéros pour avoir 2, 3 numéros d'avance. Donc voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie tous, Xavier, Étienne, Ralph, Claire, d'avoir pris de votre temps pour nous raconter ces projets et d'avoir partagé avec nous ces expériences. C'est toujours profitable de pouvoir échanger. Moi, j'ai pris plein d'infos et ça va m'être très utile. Donc, merci beaucoup. Le prochain rendez-vous du webinaire Histoire du droit 2.0, c'est le 20 mars. On va parler des outils numériques en histoire du droit avec une équipe de Bordeaux.
Les collègues Louis. bordelais, je vous invite à vous connecter en masse pour écouter cette séance. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser cette information, à diffuser le lien, et puis nous, on va vous tenir au courant dès que cette séance sera en ligne. Merci encore à tous et donc à très bientôt. Merci à vous pour l'invitation.